Bon, mais bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour l'invitation au séminaire. On va essayer de faire un petit échange cet après-midi sur la période postprandiale et donc essayer de ne pas s'endormir après ce bon repas. Très rapidement, pour me présenter en quelques mots, donc Jean Larbé, je viens d'intégrer l'UMR Agir en tant que postdoctorant en ergonomie sur le projet Linda, donc en co-encadrement avec Flore Barcellini et Véronique Bellon-Morel à l'UMR, donc Agir à Toulouse. Et sur cette présentation, en fait, je vais revenir sur mon travail de thèse qui a été soutenu en 2020. Donc, c'était pas hier, mais c'était pas non plus il y a trop longtemps. Donc, cette présentation-là ne concerne pas le postdoc, mais concerne bien le travail de thèse réalisé précédemment. J'ai préparé un menu en quatre parties pour essayer qu'on situe un peu. Donc, je vais rebalayer rapidement le cadre, le contexte de la recherche, hein, dans quel cadre c'est tenu. Ensuite, sur une deuxième partie, discuter des questions, des modèles théoriques autour de l'adoption technologique. Donc, on a quand même évoqué pas mal de choses, notamment dans l'atelier 3. Je vais mentionner aussi deux contributions donc sur la partie 3, deux contributions empiriques de la thèse, donc, qui sont une sélection, on va dire, ce qui me paraissait les plus pertinents. Et puis enfin, une dernière partie de discussion-conclusion. Pour revenir un peu rapidement sur le cadre de la thèse, donc ça s'est déroulé au laboratoire clé, donc qui est un laboratoire qui compte l'appellation ergonomie, mais qui est plutôt un laboratoire de psychologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès, donc à Toulouse, encadré dans l'école Clesco. Donc ma thèse était dirigée par Céline Lemercier, donc qui est une professeure en psychologie cognitive et en ergonomie cognitive. Donc il y a aussi tout un travail de construction, de positionnement autour de ces deux disciplines. Je vous ai mis ici les quelques logos des partenaires du projet, des différents partenaires qui étaient impliqués. C'est une thèse donc, qui s'est déroulée sur 4 ans, de 2016 à 2020, donc qui a été soutenue fin 2020. Donc j'ai dû me replonger dedans pour faire la présentation, là, ça m'a rappelé des bons souvenirs. En ce qui constitue le contexte de la recherche, donc le projet s'appelait Viti Optimum, hein, donc c'était le nom du projet qui était porté par une coopérative agricole du 82 du Tarn-et-Garonne. Et ce projet donc mettait en collaboration des universités, donc il y avait l'école de Purpan, l'université de Toulouse bien entendu, des entreprises, 3 entreprises qui étaient chargées en fait de créer les technologies et de mener la conception de ces technologies avec les autres acteurs du projet bien entendu, et puis les institutions, notamment avec l'Institut français de la vigne et du vin, l'IFV, et le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest. Ce projet, donc, il était financé par le FUI, hein, le Fonds unique interministériel, et son but général, global, c'était de pouvoir accompagner les viticulteurs vers des pratiques agroécologiques, donc transformer leurs pratiques culturales par le développement de technologies. Ça fait un écho là ou on est d'accord. Par le développement de technologies. Je sais pas si. Et la modernisation de la prestation de conseil. Donc, qu'est-ce que c'est cette prestation de conseil en quelques mots ? En fait, c'est un service qui est proposé par la coopérative à destination des viticulteurs qui décide de s'engager là-dedans et qui correspond grosso modo à du conseil personnalisé, donc payant pour les viticulteurs. Cette prestation a rassemblé en gros une quinzaine d'exploitations sur 240 hectares cumulés, hein, pour représenter un peu la taille de ce système-là. Donc c'est une quinzaine de viticulteurs, autrement dit, dont d'importantes viticultures de cuves ou de tables, hein, sur la région du 82 et du Frontonnet. Et dans cette prestation, donc, bon, forcément, quand on paye, il faut bien des choses. Donc, il y avait droit en fait à un ensemble de services et d'outils. Donc, le premier service, c'était un conseiller dédié pour l'exploitant qui venait l'accompagner dans ses pratiques, avec aussi, on va dire, des outils autour de l'information. Donc, par exemple, des analyses biologiques de la vigne. Des inscriptions à des newsletters, un système d'information, plus donc le conseiller qui réalisait bien entendu des visites de parcelles, des observations de la vigne. Donc le but du projet, c'était en fait déployer des technologies avec 2 utilisateurs ciblés. D'une part le conseiller, puisqu'en fait c'était un conseiller qui était dédié à la viti, hein. Ils avaient d'autres conseillers sur d'autres productions, bien entendu, sur d'autres filières.
et puis des technologies qui étaient aussi à destination des viticulteurs eux-mêmes. Donc on a deux types d'usagers ciblés dans ce projet-là. Plusieurs technologies étaient envisagées, donc j'en ai pris ici une petite liste qui n'est pas exhaustive. Donc il y avait un piège pour le papillon eudémis, donc des pièges connectés qui en gros ressemblaient à ça et qui permettaient de transmettre de la donnée directement au conseiller depuis la parcelle en transformant l'activité qui était actuellement de se balader dans les parcelles et compter combien il y a de papillons piégés sur les plaques de glu. Un kit physiologique de la vigne donc, qui était développé en parallèle aussi, qui visait en gros à avoir quasiment en temps réel un état physiologique de la vigne avec des méthodes non destructives sur les principaux minéraux de la vigne, NPK il me semble, ou, voilà, les principaux. Et enfin, donc, l'application mobile pour conseiller, je dis enfin parce que c'est une des technologies sur lesquelles le travail a porté, le travail de thèse et l'intervention dans le projet. Et puis le dernier système, donc un système d'information géographique à la fois pour les conseillers et les viticulteurs. Donc l'application mobile, elle était à destination du conseiller. Donc on peut, bon, si on est vulgaire, un peu un Google Maps de la vigne, donc un agrégateur de données sur de la cartographie à destination donc des deux utilisateurs ciblés. Le travail ici les deux contributions en fait que je vais présenter étaient ciblées sur deux outils, donc l'application mobile pour conseil agricole et le système d'information géographique pour le viticulteur en particulier. Les deux utilisateurs étaient ciblés, mais l'analyse ici portera plus sur le viticulteur. Et donc avec deux actions que je vous ai mis en vert qui sont deux actions possibles de l'intervention de l'ergonomique en conception, qui vont être l'analyse de l'activité donc des utilisateurs, ici le viticulteur, donc c'était en lien avec la conception du SIG, et puis une intervention ergonomique en conception pour l'application mobile, donc de dérouler avec l'ensemble des concepteurs et de l'utilisateur ciblé, accompagner la conception de cet outil-là. Et donc ici, les deux contributions que je présentais, elles sont autour de ces deux outils-là. Pour un peu remettre aussi dans le contexte de la thèse, donc c'est un projet qui s'inscrit un peu dans dans les leviers pour changer le modèle dominant donc d'agriculture conventionnelle ou toutes les formes et différents synonymes qu'il peut avoir, qui repose sur deux piliers, la mécanisation et puis les intrants avec les engrais et produits phytosanitaires. Je tiens aussi à préciser ici que c'est une présentation en fait pour cadrer la recherche, mais c'est pas une présentation qui va très loin dans l'analyse de ce modèle-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un modèle qui est présenté comme une solution et qui est de plus en plus, qui montre ses limites, on va dire, qui peuvent être identifiées au moins sur trois aspects, sur tout ce qui est impact environnemental, négatif bien entendu, si on se concentre sur les effets négatifs. Des questions aussi sur la rentabilité des exploitations, sur leur viabilité économique et leur survie à plus ou moins long terme. Et puis des questions sur la santé humaine avec tout ce qui va être exposition aux produits phytosanitaires dans, on va dire, toute la vie du produit. Bref, c'est un projet voilà, qui va dans le sens de transformer ce modèle qui montre ses limites. Bon, c'est un sujet qui est, je pense, très documenté, qui doit être bien mieux maîtrisé par les gens qui sont ici. Ce qui est intéressant, c'est que pour changer ce modèle-là, il existe probablement une diversité de voies, tout un tas d'actions à différents niveaux. Et parmi les leviers qui sont identifiés dans la littérature, on trouve notamment le développement des technologies. C'est un peu, je pense, là aussi la toile de fond qui nous amène ici. Ici, j'avais dressé ce qu'on appelle par technologie. On a eu des débats aussi sur c'est quoi les technologies. Moi, dans mon travail de thèse, j'avais proposé de défricher. Alors, c'est loin d'être une identification complète de ce que sont les technologies en agriculture, loin de là. Mais on peut proposer voilà, une catégorisation en 4 niveaux, tout ce qui va être logiciel, donc plutôt software, tous les instruments de capteurs, imagerie, satellite, drone, capteurs embarqués sur l'animal, posés sur le végétal, embarqués sur machine, tout ce qui est machine robot, et enfin une dernière partie qui est
les technologies dites wearable, bon, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais en gros qui sont portées directement par la personne, donc montres connectées, lunettes connectées, qui commencent aussi à se développer en agriculture. Il y a des recherches pas mal là-dessus. Bien entendu, ici, cette présentation du panorama des technologies, vous voyez, bon, c'est ces 4 catégories qui sont bien entendu entremêlées, puisqu'on peut avoir un capteur sur une machine qui va ensuite proposer de la donnée qui sera traitée par logiciel et présentée à l'utilisateur. Donc ce ne sont pas des séparations, mais c'est une première tentative de description un peu des technologies dans l'agriculture. Bien entendu, c'est pas exhaustif. De se dire qu'on va transformer l'agriculture avec les technologies et qu'elles ont un potentiel pour transformer les pratiques réalisées par les agriculteurs, ça pose forcément la question, au moins en ergo, une question qui est évidente, qui est de se dire qu'est-ce qui va faire que ces outils-là ils seront adoptés par les usagers qu'on cible. Vous verrez que dans mon discours, j'utilise usager et utilisateur en synonyme, même si voilà, ça ne renvoie pas exactement aux mêmes choses, mais j'utilise en synonyme. Et donc le travail de thèse, il visait d'une part à comprendre les processus d'adoption technologique dans ce cadre-là précis des technologies numériques pour l'agriculture, et en particulier la VITI, et puis agir, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces processus-là, en disant que si les technologies doivent concrétiser leur potentiel pour transformer l'agriculture, il faut qu'elles soient utilisées par les usagers qui sont envisagés. Ici peut-être on a un petit tour, donc j'ai fait assez rapidement sur le contexte de la recherche parce que je pense que le temps va passer très vite. Ici voilà, autour de l'adoption technologique, donc c'est une notion dont on a parlé, mais qui mérite à mon sens une définition. Il y a beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a au moins 4 sphères dans la définition d'adoption. Il y a d'abord un premier point qui est le rôle de l'usager. Est-ce que, en gros, il subit l'utilisation de la technologie ou est-ce qu'il choisit d'utiliser ? On a des cadres qui distinguent, je choisis d'utiliser une technologie et puis c'est une technologie qui m'est imposée, par exemple dans le cadre de mon travail, une entreprise qui installe un logiciel et puis je dois faire avec. Donc il y a déjà une première distinction. On a eu des choses comme ça qui ont été remontées sur la synthèse, il me semble, sur l'action volontaire en fait. Le deuxième, c'est de considérer que l'adoption, elle va s'intégrer dans des situations d'usage, c'est-à-dire que c'est là qu'elle va s'ancrer et se manifester et se concrétiser. Le troisième point, c'est que derrière la notion d'adoption, on a aussi une inscription dans le temps, c'est-à-dire un rapport au temps. Donc à la fois adoption, est-ce que c'est utilisé de façon fréquente, est-ce que c'est utilisé en durée, si oui, comment, bref, à quel moment on considère qu'il y a adoption ou qu'il n'y a pas adoption. Je pense qu'il y a aussi un débat à avoir là-dessus, mais ça permet un peu de défricher. Et puis le dernier niveau, la quatrième sphère que j'ai appelée, c'est l'intensité de la relation, qui peut être liée bien entendu au premier point, le rôle de l'usager, entre, on va dire, les deux extrêmes. Donc je tolère la technologie, elle m'a un peu imposé, et puis je fais bon an, mal an, on va dire. Et puis l'autre extrême qui est l'appropriation, donc c'est-à-dire la transformation à la fois de soi-même et du dispositif, et une véritable intégration dans les pratiques. Donc derrière la notion d'adoption, il me semble qu'il y a au moins ces quatre facettes. En ergo et dans les disciplines qui sont proches, généralement ces questions-là sont traitées autour de 3 grands concepts. L'acceptabilité, donc là on est avant l'utilisation, donc c'est essayer d'imaginer qu'est-ce qui ferait que un utilisateur ciblé pourrait utiliser la technologie. On a l'acceptation qui est ensuite dans la phase où on a implanté la technologie, et donc de voir ce que ça produit, et puis l'appropriation qui peut être vue comme on va dire de l'utilisation à long terme et de la transformation à la fois de la personne et du dispositif. Ces termes-là généralement peuvent être regroupés sous la domination d'adoption, donc c'est pour ça que je parle d'adoption technologique. Voilà. Mais ça renvoie au moins à ces trois notions-là qui sont plus ou moins distinctes, plus ou moins séparées.
un sujet qui est intéressant, c'est que cette notion d'adoption technologique, c'est un sujet qui est très ancien, qui renvoie un peu à tous les travaux sur la relation entre l'homme et les artefacts anthropotechniques, hein, l'homme et les outils. Donc on a tout un tas de travaux avant, on va dire, l'apparition des technologies numériques qui se sont intéressés à ces sujets. Donc c'est pas quelque chose qui est très neuf. Par contre, c'est un sujet qui a fait l'objet d'un nombre de recherches très très importantes et grandissantes autour des années 60, donc avec tous les processus d'informatisation en entreprise, de logiciels divers et variés qui se sont installés, qui continuent de s'installer. Et donc on est ici un peu dans l'arrivée massive des technologies dans l'agriculture par rapport à d'autres domaines où elles ont été installées, on va dire, plus tôt, mais ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu un regain d'intérêt et de développement de travaux sur cette notion-là. Comment ça peut s'expliquer aussi cette explosion des travaux sur la notion d'adoption technologique, c'est qu'on a en toile de fond les différentes promesses portées par les technologies, hein, donc qui ont été étudiées donc, dans les contextes d'informatisation des entreprises et maintenant dans le développement du numérique dans l'agriculture, avec l'idée que ces technologies-là, elles s'utiliseraient sans effort, elles seraient à la fois ludiques et puis elles apporteraient une performance avec aussi la création d'informations qui est vue comme une ressource économique, stratégique. Bref, il y a en toile de fond l'idée qu'il y a un potentiel et des bénéfices qui peuvent être portés par ces systèmes-là, et ce qui explique notamment le développement des recherches. Et il y a aussi, comme je mentionnais, le fait qu'elles se sont déployées, hein, donc ça constitue un sujet de société sur lequel la recherche a dû se pencher. Et puis le troisième point, et pas des moindres, c'est de développer des recherches d'adoption technologique parce qu'il y a le constat d'échecs. Alors il y a tout un tas de façons de considérer l'échec de l'adoption, hein. Ça peut être des projets qui dépassent en budget, qui n'atteignent pas les objectifs, des systèmes qui ne fonctionnent pas, des systèmes qui n'arrivent pas jusqu'au bout de leur conception, des systèmes qui sont développés, qui ne sont pas utilisés, des usagers qui ne sont pas satisfaits. Bref, tout un tas en fait de problèmes relatifs à l'implantation de ces technologies dans les situations de travail et d'usage, qui explique en partie le fait qu'il faut essayer de comprendre ces processus pour lever ces problèmes, quoi. Et donc ce regain d'intérêt a mené à un énorme foisonnement de modèles théoriques dans tout un tas de disciplines, plus ou moins proches de l'ergonomie. J'en ai cité ici quelques-unes. On a bien entendu les sciences de l'information et de la communication qui se sont emparés de ces sujets-là, les différentes branches de la psychologie, la sociologie, le marketing, l'ergonomie. Bon, ici, la liste n'est pas exhaustive, évidemment. Et bien entendu, ces modèles théoriques ils sont très très nombreux. Ils sont parfois à la frontière de plusieurs disciplines. Et donc ici, je vous en présentais rapidement quelques-uns en faisant une distinction de deux niveaux, ce que j'ai appelé un peu les modèles classiques de l'adoption, avec des guillemets qui renvoient un peu à ce qui est mobilisé, et puis une deuxième série de modèles qui est plus relié à l'ergonomie de l'activité. Donc ici un premier modèle qui s'appelle la théorie de la diffusion de l'innovation, que vous connaissez peut-être, hein. Donc c'est ici une présentation très, très sommaire de ce cadre théorique-là, parce qu'on n'a pas le temps d'y rentrer, parce que je ne suis pas assez spécialiste. En gros, c'est un cadre qui est développé depuis les années 60 par Rogers, et qui nous dit que l'adoption de l'innovation, elle dépend notamment de 5 grands facteurs, de 5 grandes causes qui sont liées à cette innovation. Et c'est un cadre théorique qui a ensuite été adapté en considérant que la technologie est une innovation. Bien entendu, dans le cadre initial, l'innovation peut être de tout type, hein, elle n'est pas forcément technique, mais voilà, c'est un cadre qui a été repris en considérant que la technologie est une innovation. Et donc ce qu'il nous dit Rogers, c'est qu'on a un premier facteur qui est l'avantage relatif, c'est-à-dire que c'est de considérer que l'innovation va être adoptée si elle apporte un plus par rapport à ce qui préexistait.
Donc dans notre cas, ça serait de se dire ça apporte un plus par rapport à il n'y avait pas la technologie avant. C'est une notion, l'avantage relatif, qui est pas définie et qui est très large, et c'est après, selon le contexte, on va dire que ça peut être décliné, précisé. Donc ça peut être par exemple, ça m'apporte plus de confort, des notions aussi d'image, donc d'être équipé d'une innovation qui renvoie à un statut social par exemple. Ça réduit des risques, ça réduit des incertitudes, bref, tout un tas d'avantages entre j'utilise la technologie et avant j'en avais pas et j'avais pas ces avantages-là. Le deuxième niveau, c'est la complexité. Bon, pas m'attarder là-dessus, mais en gros, c'est de dire plus c'est facile à apprendre comment on utilise et à apprendre comment fonctionne l'innovation, en l'occurrence la technologie, et plus c'est facile à utiliser. Donc j'apprends à utiliser, ça ne me prend pas de temps, c'est pas très compliqué. Et puis dans l'utilisation, c'est facile. Le troisième niveau, c'est ce qu'il a appelé la compatibilité. Alors là, c'est au sens large, c'est en fait la compatibilité entre l'innovation et la personne. Sous-entendu, ses valeurs, ses expériences, ses besoins. Donc c'est les trois grands piliers qu'il reprend. Mais ça va être la compatibilité de l'innovation avec la personne même, au sens d'individu. Et puis ensuite, donc vous avez vu qu'ils sont soulignés les trois premiers là parce que c'est les trois plus importants dans le modèle. Et on a deux autres critères ou facteurs d'adoption qui va être l'observabilité des résultats, c'est-à-dire je mets en place l'innovation et je peux voir que je fais plus vite, je fais mieux, j'utilise moins de temps, de données, j'ai plus de confort, j'ai plus de temps libre, bref, d'observer en fait les résultats, donc avec forcément l'idée de se dire que si on observe des résultats positifs, c'est favorable à l'adoption de l'innovation. Et puis le dernier point, c'est ce qu'il appelle la testabilité, bon, qui doit être une traduction hasardeuse du mot anglais, mais c'est l'idée de se dire je peux essayer avant de choisir d'utiliser de façon plus profonde ou pas, ce qui renvoie à tout un tas de choses que nous connaissons bien, de type utiliser 3 mois gratuits, puis après c'est payant, ou la première année c'est pas cher, et puis après c'est plus cher. Voilà. Bref, c'est une théorie voilà, qui dessine un peu les 5 grands facteurs liés de l'adoption. Un deuxième modèle que je vais présenter rapidement, c'est l'UTOT. Alors attention, ça va faire mal aux yeux parce qu'il y a des flèches partout. Je vous préviens, c'est le moment où on se réveille visuellement. Voilà, j'envoie la sauce. Grosso modo, ce qui nous intéresse sur ce schéma, c'est très simple. Ce sont les quatre colonnes à gauche. Donc l'attente de performance, c'est-à-dire la technologie elle va m'aider à atteindre un objectif. J'envisage l'atteinte de cet objectif. Et donc si je peux réaliser cet objectif en utilisant, ça sera facteur d'usage. On a l'attente d'effort qui renvoie bien entendu à... je pense que ce ne sera pas très compliqué d'apprendre à utiliser, d'utiliser, ça ne me prendra pas de temps, je n'ai pas besoin de me former, de développer de nouvelles compétences. On a aussi un volet influence sociale, puisque c'est un modèle issu de la psychologie et ses différentes sous-tiroirs, on va dire, qui renvoie à... les personnes importantes pour moi considèrent que je devrais utiliser la technologie. Donc soit c'est des personnes proches, soit c'est des personnes qui ont des relations hiérarchiques ou des relations de pouvoir. Et puis enfin, le dernier point, c'est les conditions facilitatrices qui ne sont pas très bien définies dans le modèle là, mais qui renvoient grosso modo à il y a un soutien dans l'utilisation. Donc c'est typiquement il y a un service que je peux appeler si je galère à utiliser, il y a une aide en ligne, il y a un manuel, il y a un chat, il y a voilà, tout ce qui permet en fait de faciliter l'usage quand on est dans l'usage. Je vous passe l'effet des 4 variables en bas, mais vous voyez quand même en bas à droite qu'on a repris le caractère volontaire de l'usage, qui forcément va impacter les intentions d'usage et donc l'usage. Je vous passe aussi l'explication sur les flèches, mais voilà, ce sont les liens statistiques qui sont montrés comme significatifs dans ce modèle-là. Je ne m'étends pas. Ces modèles-là, donc ici j'en ai présenté que 2, si ça vous a grandement passionné, n'hésitez pas à lire ma thèse. Globalement, on peut tirer ils ont quand même apporté des choses, donc vous voyez qu'il y a une limite après qui arrive dessous, mais ils ont posé un peu les bases de l'approche anthropocentrée et technologie, ce qu'on entend par base anthropocentrée. Je vais reprendre mes notes.
c'est un peu d'aller contre cette idée de déterminisme technologique, hein, en disant que la technologie est forcément bénéfique, qu'elle va s'imposer en fait à l'usager ou l'utilisateur, et qu'elle va déterminer ce qu'il fait, son activité. Donc c'était les premiers modèles qui se sont intéressés à la prise en compte par l'individu des technologies. Le deuxième grand rapport, il y a beaucoup d'apports de ces modèles-là, mais j'en ai pris que deux, parce qu'on n'a pas toute l'après-midi, c'est de construire des connaissances sur la relation humaine, technologie, organisation, de montrer ce qui peut impacter, favoriser l'adoption, la défavoriser, essayer de définir un peu les raisons pour lesquelles les gens pourraient adopter ou pas adopter. Il y a plusieurs limites à ces modèles-là. La première, c'est qu'on est dans une modélisation souvent assez réductrice de l'homme, hein, c'est-à-dire qui est souvent en fait pris sur une de ces dimensions. Donc soit c'est l'homme cognitif, soit c'est l'homme social. Bon, j'y reviendrai sur ces aspects-là. Il manque un petit à sa dimension. Il y a peu de prise en compte en fait dans ces modèles-là des facteurs socio-organisationnels en fait du contexte, c'est-à-dire du contexte dans lequel la technologie elle va s'insérer. Et puis surtout la limite qui me semble la plus importante d'un point de vue de l'ergo, je crois que je l'ai mis en gras, attention les yeux, c'est qu'on n'a pas de prise en compte du travail réel de l'usager. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, on ne considère pas, par exemple, que la technologie va transformer le travail de l'usager, et donc ce travail-là, il devient un peu facteur d'adoption, hein. C'est-à-dire que les effets qu'on va avoir sur le travail vont conditionner s'il y a adoption ou pas adoption. Alors que pourquoi c'est important de considérer ce travail réel? Parce que l'introduction d'une technologie va forcément modifier le travail réalisé par la personne ou son activité si on est dans un cadre non professionnel. Après, cette modification, qu'elle soit bénéfique, pas bénéfique, faible, forte, voilà, ça c'est un autre débat. Par contre, elle transforme forcément le travail de l'usager. Et donc, dans ces modèles-là, on voit qu'il n'y a pas de prise en compte du travail ou pas directement. On est plus sur une prise en compte centrée sur l'individu, mais pas l'individu dans son contexte de travail. Ici, je passe très rapidement, mais c'est un petit modèle qu'on aime bien utiliser en ergonomie qui nous sert à décrire ce qu'on appelle le travail, qui est une modélisation ici très simplifiée, mais globalement, on a deux niveaux de déterminants en haut, des déterminants qui sont liés à l'individu, donc internes, hein, son âge, sa formation, ses caractéristiques personnelles, ses valeurs, bref, tout un tas de choses qui sont liées à l'individu en lui-même. D'un autre côté, on a les déterminants externes qui peuvent être classés en différents points. Et vous voyez ici que un des premiers, ça va être technique et technologique. Et donc, on peut considérer que la technologie, en fait, elle fait partie de déterminants externes du travail en tant que donnée de la situation qui va influencer plus ou moins l'activité. Par activité, ce qu'on entend, c'est, on a parfois le raccourci en ergonomie de considérer que le travail réel, c'est l'activité, mais on pourra en rester là aujourd'hui, au moins sur la définition. C'est voilà, comment l'individu est mobilisé en considérant qu'il a 4 grandes dimensions. C'est notamment ce que j'évoquais sur la diapo précédente, hein, sur le fait que les modèles dits classiques ne prennent souvent en compte qu'une, voire 2 dimensions, mais c'est rare. En gros, l'homme, tel qu'il est dessiné en ergonomie de l'activité, il a 4 dimensions, donc c'est un homme biologique, hein, donc il transforme de l'énergie, il se mobilise dans son corps, c'est la physiologie, il mobilise son corps au travail. C'est aussi l'homme cognitif qui est dit très vulgairement un ordinateur qui traite de l'information et qui éprouve des émotions, dit très vulgairement. On a aussi la dimension psychique, hein, qui renvoie à tout ce qui est sens du travail, reconnaissance au travail, comment on vit son travail, comment on se construit son identité personnelle et professionnelle. Et enfin, la dimension sociale, en considérant que l'homme, il est forcément au carrefour d'interactions dans le travail avec tout un tas de gens, que ce soit des collègues, des clients, des fournisseurs, des chefs, des patients, des usagers d'un service public. Bref, il est jamais en train de réaliser son travail tout seul. Même quand on est isolé géographiquement, il y a forcément des liens avec d'autres individus. Et puis cette activité, elle a deux catégories d'effets. Bon, c'est une modélisation, hein, avec des effets sur l'individu, donc sur sa santé. Ça abîme l'individu, ça l'abîme pas, ça permet qu'il se développe pas, bref, tout ce qui va être relatif à la santé, et puis relatif à la performance. Donc la performance autour de, par exemple, si on l'applique à l'agriculture, de la qualité des produits, des quantités de produits qui sont sortis, de la fiabilité du système. Donc c'est un peu une modélisation générique de comment on considère l'activité et le travail réel en ergo.
Je passe vite. Ici, je présente très rapidement, donc voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est pour vous donner au moins une vue, puisque si on parle qu'il y a des modèles classiques d'adoption technologique, qu'il y a des modèles qui sont plus proches de l'ergonomie de l'activité, il faut quand même les mentionner. Je ne vais pas rentrer dedans trop fort parce qu'on n'a pas le temps, mais grosso modo, on a un peu l'approche instrumentale qui, elle, distingue deux processus centraux. Donc, c'est-à-dire une fois qu'on a inséré un artefact, une technologie, et dans notre cas, dans la situation, en fait, ça va produire au moins deux choses. On a un processus d'instrumentation, donc l'usager va se transformer, il va apprendre des choses, il va se développer, développer des habitudes, changer sa représentation, par exemple, de son système agro à travers l'utilisation de technologies. Bref, il va se transformer. Et puis, on a de l'autre bout l'instrumentalisation qui, elle, renvoie à la transformation de l'outil. Donc j'utilise l'outil d'une façon différente qu'elle a été pensée, je rajoute des fonctionnalités, bref, j'agis sur cet outil pour un peu le mettre à ma main. C'est une vision rapide de l'approche instrumentale. Un deuxième grand modèle qui existe en ergo, c'est la technosymbiose, où là on part du principe qu'il y a trois facteurs de l'adoption technologique. Il y a les fonctionnalités du système, en gros ce qu'il permet de faire. Donc ça me permet d'envoyer des mails, ça me permet d'agréger de l'info, ça me permet de voir de l'info, ça me permet de sortir des bilans comptables. Bref, les fonctionnalités. On a l'utilisabilité qui peut être grosso modo et vulgairement résumée à c'est facile à utiliser. Donc c'est facile à apprendre et puis c'est facile à utiliser. Et puis le dernier point, c'est ce que Brangier et ses collègues appellent les régulations, c'est-à-dire comment le triptyque utilisateur, technologie, organisation va évoluer et comment on peut avoir des régulations au cours de l'usage, par exemple des redistributions de tâches entre personnes, de développement de compétences, de connaissances. Voilà, pas le temps de rentrer trop fort là-dedans non plus. Et puis enfin un dernier modèle qui est aussi très intéressant, qui est plutôt du domaine de la psychologie du travail des organisations, mais dans sa forme proche de l'ergo, donc développé par Bobby et Chaumont. Vous voyez aussi sur les dates qu'on est sur des approches plus récentes qui nous proposent d'étudier en fait l'acceptation d'une technologie sur 4 dimensions de l'homme. Et donc lui, il parle de dimension individuelle, c'est-à-dire quand on utilise la technologie, qu'est-ce que ça va faire en termes de charge cognitive, hein. Donc j'ai plus d'infos, j'ai moins d'infos, j'ai besoin de développer mes connaissances pour utiliser. Bref, tout ce qui va lier à la surcharge, sous-charge de la cognition de façon large. Et puis ce qu'il appelle aussi la sous-dimension affective, c'est-à-dire les émotions que ça va procurer à l'utilisation. Le deuxième volet qu'il prend, c'est le côté relationnel, c'est-à-dire que l'introduction d'une technologie va bouleverser, en bien, en mal, ça peu importe, mais fort, pas fort, les relations entre l'utilisateur et d'autres systèmes. Donc c'est typiquement, avant je faisais ma compta tout seul, et puis maintenant on m'a mis un logiciel, et telle personne doit pouvoir compléter l'étape précédente pour que je puisse agir. Donc ça va venir, voilà, bouleverser, développer peut-être des interactions avec des gens qui se parlaient pas, qui se parlaient moins, redistribuer les rôles. On a aussi tout un aspect organisationnel, c'est de considérer qu'à travers l'utilisation de la technologie, on a des impacts sur la prescription du travail. Donc ça, c'est les grands classiques du système qui envoie une notification push et qui, POF, va commander à l'utilisateur de faire quelque chose, potentiellement l'interrompre dans des tâches. Tout ce qui va être lié aussi au contrôle du travail et à l'autonomie, qui sont transformés par l'utilisation. Et puis enfin la dernière dimension, c'est la dimension transpersonnelle, c'est-à-dire à quel point l'utilisation de la technologie va transformer la dimension psychique de l'homme, hein, c'est-à-dire son sens au travail. C'est des choses qui ont été évoquées aussi pendant nos échanges, il me semble, hier et aujourd'hui, hein. C'est-à-dire est-ce qu'on est toujours agriculteur quand on utilise beaucoup de technologies, est-ce qu'on perd le rapport au vivant, voilà. Un des grands classiques aussi dans cette dimension-là, pour un peu mettre un exemple, c'est les infirmières qui doivent remplir tout un tas de systèmes de traçabilité informatique et qui disent voilà, maintenant je remplis des tableaux, des tableurs de la traçabilité et je fais quasiment plus de soins ou beaucoup moins. Donc c'est voilà comment l'introduction de la technologie va pouvoir bouleverser l'individu sur ces quatre dimensions-là. Très rapidement ici, j'ai présenté 4 points, mais
je vois que le temps file, donc je vais aller vite. Dans ces modèles-là, on voit l'utilisateur comme un acteur du processus d'adoption, c'est-à-dire qu'il n'est pas receveur passif de la technologie, il a le choix d'adopter ou de rejeter. En fait, c'est lui qui va façonner l'usage, c'est lui qui va se transformer dans l'usage. Bref, il n'est pas un récepteur passif à la technologie. C'est aussi des modèles qui prennent l'approche située de l'adoption, hein, c'est-à-dire qu'ancré dans le contexte, donc ça aussi c'est des choses qu'on a vues dans nos échanges, par exemple liées à la diversité des exploitations, à leur niveau, voilà, leur contexte situé. C'est des approches systémiques, hein, on essaie de prendre les différentes dimensions de l'homme, les différents déterminants des situations de travail, hein, techniques, humaines, organisationnelles. Et puis enfin, c'est des approches qui prônent un processus dynamique. Donc c'est-à-dire que c'est pas l'adoption, par exemple dans les modèles classiques, une fois qu'on utilise, ça y est, on adopte et c'est la fin du modèle. Ici, ce sont des modèles un peu plus linéaires où l'adoption, elle est revisitée constamment dans l'usage. Donc on peut adopter, on a parlé aussi ce matin, il me semble, de gens qui abandonnent. Hein. Donc c'est-à-dire que l'adoption, elle peut être un temps, et puis ensuite elle se concrétise ou pas, elle se renforce. Bref, de considérer que c'est un processus qui vit. Je ne sais pas où on en est niveau temps, parce que j'ai pas lancé mon chrono. Ah, on est déjà 30 minutes, c'est vrai. Ouais. Ok. Peut-être que je vais présenter juste une contribution alors. C'est possible ça? Ouais, je présente rapidement. Du coup, je suis en train de réguler à chaud. Je vais présenter la deuxième, je pense plutôt. Ça sera plus simple. Donc ici, c'est une contribution voilà, sur l'intervention ergonomique en conception, puisqu'on a bien compris que l'adoption, elle commence dans la conception. C'est dans la conception de la technologie qu'on va créer un peu les conditions favorables ou pas favorables à l'adoption. Et ces processus de conception peuvent être décrits comme une tâche complexe où on va essayer, en fonction de contraintes et de ressources, d'atteindre un objectif, hein, qui est la conception d'un système. Et dans ces processus de conception, ce qui est mis en avant par l'ergo et d'autres disciplines aussi, c'est l'importance des représentations qu'ont les acteurs qui portent des logiques différentes, et spécialement, je pense, dans l'agriculture, c'est des choses aussi qu'on a évoquées, entre des gens qui portent le côté informatique, le côté agronomie, le côté végétal, le côté animal. Et donc, dans le processus de conception, les acteurs du processus ont des représentations qui peuvent concerner tout un tas de choses, notamment voilà, l'avancée du processus de conception, le produit final de la conception, à quoi il va ressembler. Et donc on a voilà, l'importance de ces représentations qui sont au cœur du processus de conception. Ce qui est important, c'est que ces représentations, elles peuvent notamment concerner les usagers et les usages de l'artefact, hein, c'est-à-dire de la technologie en l'occurrence, et que ces représentations, elles vont se cristalliser dans la conception. C'est ce que c'est l'expression de Béguin. Un exemple clair qu'il prend, c'est de se considérer, si on imagine que l'usager d'un bâtiment, c'est quelqu'un qui se déplace à pied, probablement qu'on va faire des escaliers et que ça escamote la représentation de la personne qui est en fauteuil roulant ou autre. Ce qui est important, c'est que ces représentations, elles peuvent être contradictoires, déconnectées du réel de l'activité, c'est-à-dire que la conception se base sur des représentations plus ou moins précises ou erronées de l'usager, c'est-à-dire de l'individu qui va utiliser, et puis de l'usage, du contexte dans lequel va se dérouler l'utilisation. Très rapidement, parce que le temps file. Ici, voilà, c'est en fait de faire l'analyse, cette partie-là empirique, c'est de faire l'analyse d'une intervention donc, qui a été menée au sein du projet et qui vise à analyser l'intervention même qui s'est déroulée, où là, on a essayé de mener trois grands volets. C'est d'analyser l'activité de conseil agricole, hein, de savoir donc à partir d'observations, d'entretien, ce qu'il fait, comment il construit sa préconisation, son conseil. D'autre part, il s'agit aussi de comprendre les représentations des concepteurs sur l'activité de conseiller, donc en participant aux réunions de conception, en échangeant aussi avec ces concepteurs pour essayer d'extraire, entre guillemets, comment ils voyaient le conseiller, l'individu pour lequel ils allaient concevoir. Et puis sur le troisième volet, c'est d'essayer de faire rencontrer en fait ces représentations entre d'une part, on va dire, les représentations issues de l'analyse de l'activité des utilisateurs et puis les représentations que peuvent porter les concepteurs, et d'essayer de les synchroniser en partant du principe qu'il y a peut-être des décalages. Ici,
un exemple de ce que peuvent être des décalages de représentation dans un projet. Donc c'était voilà, autour de la conception de l'application. Je vous ai mis d'un côté en bleu, c'est les représentations initiales des concepteurs. Je les ai appelées initiales parce qu'elles ont évolué, ou du moins on l'espère, au cours du projet. Et puis en vert, c'est un peu les représentations issues de l'analyse de l'activité, donc une analyse qui se fait sur de l'observation, en suivant le conseiller dans les parcelles, en échangeant avec lui, et puis qui a suivi aussi une phase de validation, entre guillemets, par le principal intéressé et par des porteurs du projet. Ce qui ressort ici, c'est que pour les concepteurs, dans la représentation initiale, le conseil il porte sur les tests sanitaires de la vigne, c'est-à-dire qu'on s'intéresse juste à l'aspect santé de la vigne, alors que les analyses de terrain montrent qu'on s'intéresse bien entendu à l'aspect santé, mais aussi à l'aspect physio, c'est-à-dire est-ce que ça pousse bien, ça pousse pas bien. Alors c'est des choses qui sont probablement évidentes et dites comme ça, mais il a fallu les extraire dans le projet et surtout les construire, parce que les représentations ne sont pas amenées sur table, il faut les interpréter et les faire émerger au cours du projet. Le deuxième, c'était de se dire que les symptômes visibles sur parcelle allaient entraîner une préconisation, que c'était la porte d'entrée. Je vais dans la parcelle en tant que conseiller, je vois qu'il y a un problème de mildiou, de ravageur X, Y, et je vais préconiser quelque chose aux viticulteurs. Alors qu'en fait, l'analyse de terrain montre qu'on a un objectif d'agir en prévention, c'est-à-dire avant que la vigne soit touchée et donc avant de voir des choses visibles, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Et donc, c'est pas la porte d'entrée, la porte d'entrée n'est pas le symptôme visible. Un troisième point, c'est que le conseil est forcément phytosanitaire, alors qu'en fait le conseil, bon, il a plein de formes variées, je vous en ai pris ici quelques-unes, donc ça peut être le travail du sol, les opérations en verre, écimé, feuillé, bon bref, je ne rentre pas dans les détails, mais dans la représentation initiale des concepteurs, c'est de se dire on conseille forcément l'usage d'un produit phyto, alors que le conseil il est beaucoup plus varié dans sa nature. Il y avait une représentation aussi que le conseil, c'est un viticulteur. C'est-à-dire que vu que c'est une prestation de conseil personnalisée, ben, le conseil s'adresse à un viticulteur. Par contre, dans la réalité du terrain, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on peut avoir des conseils qui vont concerner, par exemple, tous les agriculteurs, tous les viticulteurs en bio de tel secteur ou tous les agriculteurs, par exemple, qui sont dans une zone qui est identifiée avec un risque d'orage, par exemple. Et donc, on a un conseil qui n'est pas à destination uniquement d'un seul viticulteur, mais parfois de plusieurs. Et puis enfin, le dernier point, c'est que le conseil est justifié par l'observation. C'est-à-dire que dans la représentation des concepteurs initialement, c'était de se dire, je vais dans la parcelle, j'observe et je peux faire mon conseil. Alors bien entendu, le conseil, il démarre avant l'observation de la parcelle, il peut se finir après. L'observation est juste un bout du système de décision du conseiller. Et il a par exemple tout un tas d'outils à côté, des modélisations d'OAD qui l'aident à comprendre ce qui se passe, des alertes météo, de la réglementation aussi, qui impose par exemple des traitements sur tel ou tel ravageur. Et donc ici en fait ce qui est dans cette intervention-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les représentations étaient bien cristallisées dans les premières versions de l'application proposée par le concepteur. Bon, on est sur un outil qui évolue, hein, mais voilà, on avait une première version qui cristallisait ces représentations-là, et il a fallu défricher petit à petit. Ce qui est important de noter aussi, c'est que l'utilisateur était présent dans le processus de conception. Donc c'est d'aller un peu plus loin, de se dire si on veut concevoir pour X ou Y, il faut qu'il soit dans les réunions, et puis ça ira bien, il nous dira si l'application elle va ou elle va pas. Ce qui est bien plus compliqué que ça. Ici, donc là, l'analyse de l'activité, elle sert de support à la construction d'une représentation partagée, donc entre les utilisateurs et les concepteurs, essayer de faire comme une synchronisation entre c'est qui l'utilisateur, comment il fait, comment il travaille, voilà, comment on va transformer un peu la technologie. Et puis on a aussi identifié des obstacles à la construction d'une représentation partagée, hein. Donc l'idée, c'est pas de dire les concepteurs, ils n'avaient rien compris pour qui ils devaient concevoir. Il y avait quand même des freins à cette compréhension, puisque derrière le métier de conseiller agricole, ça renvoie une diversité de positionnement. Donc il faut saisir ici contextuellement ce que ça veut dire de conseiller. Et puis on a aussi des concepteurs qui travaillaient dans le milieu agricole et qui avaient déjà eu affaire à des conseillers, mais hors du cadre de prestations de suivi personnalisées, sur des conseillers qui ont plus des casquettes des technico-commerciaux. Et donc ils avaient une représentation un peu biaisée de par les expériences passées, ou du moins elle n'était pas biaisée, mais elle n'était pas adaptée au contexte là.
Très rapidement, ici, donc il y a que deux conclusions, discussions, donc on va aller vite. Ce travail de thèse, il a servi à produire des connaissances, donc à la fois sur c'est quoi l'adoption technologique, ses déterminants, comment on peut essayer de comprendre ces processus-là, sur le travail des utilisateurs, hein, qui est encore méconnu en agriculture. Je pense que il y a tout un tas aussi de recherches qui montrent qu'on ne connaît pas ou peu le travail des acteurs de l'agriculture. Et puis ça permet aussi de produire des connaissances sur qu'est-ce qu'on fait, comment on peut soutenir des processus, l'adoption technologique. Et puis enfin, peut-être une perspective, il y en a plusieurs dans ce travail de thèse, mais il y a une perspective qu'on avait discutée aussi ce matin dans les ateliers, c'est de développer des recherches, la conception participative, puisqu'ici on a une certaine forme de participation des utilisateurs, mais qui ne sont pas vraiment co-concepteurs, on va dire, hein, mais c'est de savoir comment on pourrait, dans la conception de technologie dans l'agriculture, mobiliser des démarches plus participatives, intégratives des acteurs, de l'ensemble des acteurs, utilisateurs inclus. Voilà.